Mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Bienvenue dans Afrique Midi. Tout de suite, nous partons avec les titres. À la une de l'actualité, l'épidémie Ebola qui pourrait infecter 5 000 à 10 000 personnes par semaine en décembre. Si rien n'est fait, le chef de la mission des Nations Unies chargé de coordonner la réponse d'urgence a tiré la sonnette d'alarme. À la une de l'actualité également, le Mozambique avec l'ouverture des urnes ce mercredi pour les élections présidentielles et législatives. Le parti au pouvoir depuis 39 ans, le Frelimo, pourrait voir son hégémonie bousculé par l'ex-guérilla de la Renamo et le jeune parti MDM. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. Tout d'abord, cette information. Le chef de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilité au Mali, Bert Kenders, quitte le Mali. Il vient d'être nommé ministre des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas, son pays, en poste depuis le 1er juillet 2013. Il avait auparavant été le représentant spécial des Nations Unies pour la Côte d'Ivoire et le chef de l'ONUCI entre septembre 2011 et juin 2013. Près de 11 millions de Mozambicains sont appelés ce mercredi aux urnes pour élire leur président et leurs députés, un scrutin dont l'enjeu est capital pour la stabilité du pays. Graça Machel, la dernière épouse de Nelson Mandela, était venue soutenir le parti au pouvoir lors de son dernier rallye à Maputo. Pour les Mozambicains, elle est surtout la veuve du premier président du pays et ici, l'histoire compte encore. À 70 ans, le chef de l'État sortant, Armando Guebuza, passe la main à son ministre de la Défense. Felipe Nyusi a fait campagne sur la croissance. Le pays bénéficie d'un boom minier sans précédent. Le développement va continuer, le développement va évoluer, on va progresser. Si le Frelimo est aussi vieux que le Mozambique, un autre parti peut se targuer d'une longue histoire. La Renamo, l'ex-mouvement de guérilla devenu parti d'opposition, veut toujours se faire entendre. Ces dernières années, ses partisans avaient repris les armes pour protester contre le régime. Un accord de paix a été signé et leur chef, Alfonso Djakama, a finalement quitté le maquis. Il a contraint le gouvernement à mettre en place une commission électorale indépendante. Ces troupes n'ont pas l'intention de perdre. Ces lois-là, elles sont là pour nous défendre. On les a demandées pour éviter la fraude. On est maintenant protégés et on n'a peur de personne ici, ni des autres partis, ni de la police, car la loi électorale, elle nous défendra. Et à ceux qui ne veulent ni du Frelimo ni de la Renamo, eh bien il y a toujours le MDM. C'est le parti qui a le plus évolué ces dernières années aux élections locales. Ses responsables se plaignent déjà des conditions du scrutin. On avait plein de posters, on les a collés, mais après 2-3 jours, ils ont disparu. On les a arrachés. Et ça sous les yeux de la police, qui n'a jamais rien fait pour éviter ça. Celui qui gagnera héritera d'un pays très riche. Sous ses eaux chaudes, il y aurait autant de gaz naturel qu'au Qatar. Mais plus de la moitié des Mozambicains vivent avec moins d'$1 par jour. La réduction des inégalités nécessite un gros effort. Dans un continent comme l'Afrique, le secteur touristique est un levier majeur d'investissement. Au-delà des modes de financement traditionnels, les 800 participants au 9e Forum pour le développement de l'Afrique se sont penchés hier sur de nouveaux outils financiers. En 2012, l'aide publique au développement allouée par les pays de l'OCDE au continent africain se chiffrait à près de 30 milliards de dollars. Un montant en baisse par rapport aux années précédentes. Il s'agit donc de rechercher des modes de financement innovants du développement et cela passe tout d'abord par une meilleure industrialisation des pays africains. Il faut construire une vision de développement, une vision de transformation et créer des mécanismes nécessaires pour que le secteur privé puisse investir dans les domaines prioritaires du développement et créer les conditions pour mobiliser les ressources qui existent en Afrique pour investir en Afrique. En résumé, l'Afrique, continent riche de ressources naturelles, doit mobiliser de manière optimale ses richesses nationales et encourager une plus grande implication des acteurs privés. Le Maroc, à travers sa politique économique résolument tournée vers le sud, peut donner l'exemple. Je pense que maintenant, le Maroc, le secteur privé marocain est en train
de conduire ce processus des échanges sud-sud et de dire à tout le monde on peut faire beaucoup plus avec nos propres ressources. Un meilleur taux de bancarisation, une régulation plus efficace du système fiscal, autant de pistes à étudier pour se libérer de la dépendance aux aides occidentales. Le recours aux fonds de capital investissement ou private equity a également le vent en poupe sur le continent. En 2013, ces fonds ont misé près de 2 milliards de dollars en Afrique subsaharienne et ce n'est qu'un début. La guerre contre Ebola est cette bonne nouvelle. Au Libéria, les personnels de santé ont levé hier soir leur mouvement de grève affirmant agir dans l'intérêt des malades. Le Libéria est, avec la Sierra Leone et la Guinée, les 3 pays d'Afrique de l'Ouest les plus touchés par l'épidémie. L'ONU reste très alarmiste sur la progression fulgurante du virus. Elle estime que l'épidémie pourrait infecter 5 000 à 10 000 personnes par semaine à partir de décembre prochain si rien n'est fait dans les 3 pays les plus touchés. Anthony Bonbury s'est rendu dans les 3 pays les plus touchés, le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée. Et par vidéoconférence, face au Conseil de sécurité de l'ONU, le chef de la mission des Nations Unies chargé de coordonner la réponse d'urgence à l'épidémie a une fois de plus tiré la sonnette d'alarme. Les moyens déployés ne sont pas suffisants. Ebola a une longueur d'avance sur nous. L'épidémie va plus vite que nous et elle est en train de gagner la course. Anthony Bonbury a rappelé les dernières prévisions de l'Organisation mondiale de la santé qui table sur 5 à 10 000 nouveaux cas par semaine en Afrique de l'Ouest à partir de décembre, au risque de déstabiliser les pays de la région. L'heure des discours est révolue. Nous devons agir vite pour préserver la stabilité et les acquis engrangés ces dernières années par les 3 principaux pays touchés par l'épidémie, notamment qui sont dans le cadre de la consolidation de paix et de la quiétude sociale. Mais pour l'instant, l'aide internationale a du mal à se mettre en place. Et cette information aux États-Unis, un 2e membre du personnel soignant atteint de la fièvre hémorragique Ebola à Dallas, au Texas. C'est ce qu'annoncent ce matin les autorités sanitaires de l'État américain. Dans l'actualité hors de nos frontières, la bataille de Kobané, d'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'organisation État islamique contrôlerait 50% de la ville syrienne à majorité kurde. Barack Obama a affiché mardi l'unité de la coalition anti-djihadiste tout en faisant part de son inquiétude. On écoute le président américain. Cela va être une campagne sur le long terme. Il n'y a pas de solution rapide. Nous en sommes encore qu'au premier stade. Et comme dans tout effort militaire, il y aura des jours de progrès et il y aura des périodes de recul. Mais notre coalition est unie pour un effort à long terme. Après plus de 15 jours, la situation se complique davantage à Hong Kong. Les heures se sont fait plus violentes ce mercredi au moment où la police démantelait de nouvelles barricades. Un manifestant pro-démocratie a été grièvement blessé. Le face-à-face avec les policiers a rarement été aussi violent depuis le début des manifestations. Des dizaines de personnes ont été arrêtées ce mercredi matin. Les protestataires ont été repoussés à coups de poing, de matraques et de gaz lacrymogènes de cette rue proche du siège du gouvernement. Un journaliste affirme avoir été battu. Plus de 10 policiers m'ont frappé avec tout ce qu'ils avaient, leurs poings, leurs pieds, leurs coudes et tout le reste. J'ai montré mon accréditation, je suis reporter. Et j'ai commencé à leur dire, oui, je suis journaliste, mais ils ne m'ont pas écouté. Une vidéo diffusée par une télévision locale montre un homme au sol présenté comme un militant pro-démocratie, sévèrement battu lui aussi par des membres des forces de l'ordre. Le responsable de la sécurité de Hong Kong a annoncé que 6 policiers ont été réaffectés après avoir été surpris sur des vidéos en train de frapper des manifestants. Dans la soirée mardi, des premières heures avaient déjà opposé les forces de l'ordre aux manifestants pour le contrôle d'un tunnel et d'une grande avenue. La police a décidé d'évacuer une autre voie bloquée sans prévenir. Alors nous avons décidé de bloquer cette avenue et ce tunnel en représailles, et ce pour faire pression sur le gouvernement.
Le tunnel a finalement été entièrement évacué et la circulation a repris dans la matinée ce mercredi. Après avoir laissé le mouvement s'essouffler politiquement, les autorités tentent depuis le début de la semaine de dégager progressivement les axes routiers et de décourager les protestataires. Et du sport à présent, avant de refermer cette édition avec cette provocation très particulière. Ça s'est passé mardi soir lors du match de football entre la Serbie et l'Albanie. Un match interrompu à cause d'un drone équipé d'un drapeau nationaliste. C'est le drapeau qui a mis le feu aux poudres. Accroché à un drone, les couleurs albanaises avec une carte de la Grande Albanie ont survolé la pelouse sous les yeux du président serbe assis en tribune. Un joueur serbe s'en est emparé, déclenchant une bagarre générale avec des joueurs et des supporters. Le match a dû être interrompu. C'est vraiment une honte pour les Albanais. Je croyais que porter ce soir, pas la politique. Les relations entre la Serbie et l'Albanie sont particulièrement tendues depuis des années, notamment à cause du Kosovo. Cette ancienne province serbe, peuplée en majorité d'albanophones, a proclamé unilatéralement son indépendance il y a 6 ans. À Pristina, 5000 Albanais kosovars massés devant un écran géant pour suivre le match ont crié victoire lorsque le drone a fait irruption dans le stade et dénonce l'attitude des Serbes. Ils se sont montrés tels qu'ils ont toujours été, une nation criminelle. C'était un match de football et ils l'ont transformé en terrain de guerre. Les autorités serbes, citées par la télévision d'État, affirment que c'est le frère du Premier ministre albanais qui pilotait le drone depuis une loge officielle dans le stade. L'homme a été brièvement arrêté avant de reprendre son avion. De quoi en tout cas compliquer et peut-être même compromettre la visite historique du Premier ministre albanais en Serbie le 22 octobre. Cette visite serait une première depuis 68 ans. Voilà qui referme Afrique Midi. Merci de l'avoir suivi. Restez en notre compagnie. À bientôt sur notre chaîne. Au revoir.